Bonsoir chers étudiants, bonsoir à tous. Donc on se retrouve une fois de plus pour un nouveau chapitre. On est toujours dans le module intitulé Gestion et organisation des réseaux de transport, qui renvoie toujours à l'économie des transports et plus précisément aux transports multimodaux internationaux. Le premier chapitre était juste un chapitre introductif. Ça nous a permis de parler un peu des transports dans l'économie, de l'interdépendance qu'il y a entre activités des transports et activités économiques, mais aussi le rôle joué par les transports dans la formation du produit intérieur brut. Dans le second chapitre, quand même, on a parlé des notions d'emballage, d'étiquetage et de marquage. Ensuite, dans le chapitre 3, c'était la révolution du conteneur. Ce chapitre, quand même, je l'ai éclaté en deux parties, quoi. C'est pourquoi il y avait un chapitre 3. Et à un moment, je pense même l'avoir renommé chapitre 4. D'accord? Mais on retiendra qu'on a la troisième phase, c'est la révolution du conteneur. La quatrième phase, le plan d'emportage du conteneur. Mais dans le chapitre 4 d'aujourd'hui, chapitre 4 ou 5 ans, si vous voulez, nous allons parler de la palette, d'une unité de transport intermodal. Vous savez que le transport est dit intermodal lorsque l'on utilise des unités de transport pour acheminer une marchandise de bout en bout entre modes de transport. Et parmi ces unités de transport intermodal, nous avons la caisse, le carton, le fût, la palette, les balles, mais aussi les conteneurs dans certaines proportions. Alors, la palette, c'est quoi? Comme vous le voyez dans l'image, c'est un plateau rectangulaire dans lequel on peut entreposer de la marchandise. D'accord? Maintenant, comme la définition l'indique, c'est un support de stockage, de manutention, mais aussi de transport. Il a été conçu pour être manipulé par un appareil de manutention qu'on appelle chariot élévateur ou bien transpalette. La palette a prouvé deux choses. En utilisant la palette avant d'emporter, ça permet de gagner du temps, mais aussi ça permet de réduire les dégâts. Pourquoi? Parce que j'ai 250 cartons que je dois emporter dans des conteneurs. Si j'arrive à rassembler 20, 25, 30 ou 40, dépendra de la charge utile de la palette, 20, 25, 30 ou 40 cartons, je prends la charge palettisée que je vais directement emporter dans le conteneur, par chariot élévateur ou bien par transpalette. Donc ça me permet de gagner du temps, mais aussi ça permet de diminuer les manutentions, les manipulations. Et qui dit diminuer les manipulations, forcément veut dire éviter aussi les dégâts, les avaries, mais aussi les pertes, bien sûr. D'accord? Maintenant, ce qui rend la palette un peu spéciale, c'est que la matière première est disponible même dans les pays pauvres très endettés, qu'on appelle souvent pays en développement. Cette matière première qui est le bois, bien sûr. D'accord? Souvent, elles sont données, elles sont fournies gratuitement, ce qu'on appelle les palettes perdues. D'accord? Alors, toujours dans la palette, on l'a dit tout à l'heure, accélère les opérations de manutention, mais aussi simplifie les emportages ainsi que les dépotages, bien sûr. D'accord? Maintenant, elles sont souvent cerclées, banderolées pour permettre de protéger la marchandise, d'assurer sa cohésion, mais aussi de dissuader les voleurs. Pourquoi? Parce que souvent, l'emportage, si on est dans un envoi à LCL, l'emportage se fait dans une plateforme. Si LCL, au départ, rassemblement dans une plateforme, à destination aussi, il va falloir faire le dégroupage. Et vous savez qu'au niveau des plateformes, souvent, la marchandise peut subir des vols, des pertes, etc. etc. D'accord? Alors, la palette joue aussi un rôle fondamental de bout en bout quand il s'agit de pré-acheminement, de transport principal ou bien de post-acheminement, bien sûr. Alors, les dimensions des palettes. On a une multitude de dimensions. Mais il y a un module de base ISO. ISO qui veut dire International Standard Organization ou bien Association internationale de la normalisation. Là, vous pouvez voir plusieurs dimensions. Et je répète, les dimensions de la palette sont souvent fournies en millimètres. Dimension, mesure, millimètres.
les poids sont souvent donnés en kilogrammes. D'accord? Là, exemple, si on voit une palette, je retourne, oui, une palette 800 fois 1000. Cela veut dire que la longueur de la palette est de 1000 mm, donc 1 mètre, et la largeur de la palette est de 0,8 mètres, si vous voulez aussi 800 mm. D'accord? Il y a des palettes qui font l'objet d'une norme AFNOR. AFNOR, c'est l'association française pour la normalisation. Là, ici, vous pouvez voir 1200 mm longueur et 1000 mm largeur. D'accord? La longueur de la palette, on parle de dimension hors tout, extrême avant, extrême arrière, mesurée sur la palette supérieure. La largeur de la palette, dimension hors tout, qui est perpendiculaire à la longueur, est mesurée sur la palette supérieure. La hauteur aussi, c'est la partie hors tout de la palette, perpendiculaire à la longueur et à la largeur. Elle n'est pas normalisée. Et c'est toute la problématique pour les plans de chargement. Pourquoi? Parce que la hauteur n'est pas normalisée. Donc, on tiendra compte de la hauteur maximale pour pouvoir ressortir la hauteur nominale en se basant sur la hauteur de la palette vide, ou si vous voulez aussi la hauteur du plateau, bien sûr. D'accord? Alors, les types de palettes, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs, dépendant de la nature de la marchandise, dépendant aussi du mode de transport, mais aussi dépendant du lieu d'utilisation. Nous avons les palettes dites Euro palettes. Marque souvent, on met EUR ici, ou bien on met EPAL, Euro palette. Elle est en bois, longueur 1 mètre, largeur 0,8 mètre. D'accord? Ensuite, nous avons les palettes en bois moulé. D'accord? Formées de fines particules de bois agglomérées, qu'on utilise souvent dans les grandes surfaces. La palette en plastique, qui peut résister à l'humidité et aux agents chimiques. Donc, tout à l'heure, j'ai dit dépendant de la nature de la marchandise d'utilisation de la palette. La palette métallique en acier ou bien en aluminium. D'accord? Utilisée souvent pour les objets lourds. La palette en carton pour les objets légers, destinée à la manutention en circuit interne et aux expéditions par voie aérienne. Circuit interne, là, ça renvoie souvent aux grandes surfaces. D'accord? Mais aussi pour les expéditions passant par voie aérienne. La charge palettisée, c'est l'ensemble supporté par la palette, mais aussi par les colis que la palette supporte, ce qu'on appelle la charge palettisée. Si les colis sont de dimension, même longueur, même largeur, même hauteur, même poids unitaire, on parle de charge homogène. Mais si les dimensions et les poids sont différentes, on parle là de charge hétérogène, bien sûr. D'accord? La charge palettisée, on l'a dit tout à l'heure, les colis peuvent être placés sur la palette en retrait ou en débord, mais quand même c'est très dangereux, on va en parler tout de suite même. La charge nominale, c'est l'ensemble supporté par les colis et par la palette. La taille de la palette vide, c'est ce que j'ai dit tantôt, les dimensions en millimètres et le poids en kilogrammes. Alors, ce qu'on appelle charge palettisée. D'accord? Les colis, mais aussi la palette. Vous voyez que ici à gauche, on a juste placé les cartons. Ici, les cartons ont été placés en position normale, on dit à plat. Je pense que vous vous rappelez de ces pictogrammes-là, de ces images. D'accord? On en a parlé dans le chapitre emballage, étiquetage et marquage. Ici, quand même, à droite, les cartons ont été palettisés, mais aussi on les a cerclés et bandorés en utilisant un film. D'accord? Ok. Alors, la position des colis, très important. Les colis peuvent être chargés à plat, à champ ou bien debout. Quand on dit qu'un colis est chargé à plat, ça veut dire que la plus grande surface est au sol. Là, vous pouvez le voir ici. Là, la plus grande surface est au sol. On parle de colis chargé à plat. Le colis est chargé à champ lorsque la surface intermédiaire est au sol. Là, on parlera de position renversée à champ. Ensuite, debout, on parle de position verticale lorsque la plus petite surface cette fois-ci est au sol. D'accord? Mais on peut charger les colis, on peut les placer à plat, à champ et debout, dépendant de la nature de la marchandise. Ah oui, parce qu'il y a des marchandises qu'on ne peut pas manipuler, qu'on ne peut pas pivoter. On ne peut les charger qu'à plat. Donc, au final, on obtiendra 6 positions. Je reviens. À plat, comme vous pouvez le voir à l'image, vous voyez que le carton de lait que j'ai placé sur la palette ici est à plat, la plus grande surface se trouve au sol. D'accord? Chargé ici, maintenant. À champ, regardez ici, j'ai pivoté le carton. Maintenant, le carton est renversé. On dit que cette fois-ci, c'est la surface intermédiaire qui se trouve au niveau du sol. Et enfin, cette fois-ci, debout. Là, vous voyez comme j'ai positionné le carton. Debout, cette fois-ci, la plus petite surface est au sol. On peut placer à plat, à champ et debout
côté longueur comme côté largeur. Donc au final, on aura 6 positions dans la recherche d'un plan de palettisation. Maintenant, dans ces 6 positions-là, on va voir quelle est la position qui nous permettra de ranger le maximum de colis sans dépasser la hauteur autorisée, contrainte, mais aussi sans dépasser la charge utile de la palette, l'autre contrainte. Donc on a 2 contraintes ici. Contrainte de hauteur, mais aussi contrainte de poids, bien sûr. D'accord? Il n'existe pas de méthode à proprement parler. Le manutentionnel doit respecter les charges et dimensions autorisées, mais surtout éviter les débords et les retraits. D'accord? Alors, comment optimiser maintenant le plan de chargement? Il y a ce qu'on appelle la méthode arithmétique, mais aussi la méthode matricielle. La méthode matricielle, elle est basée sur l'utilisation d'une matrice de calcul, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle est intéressante, pourquoi? Parce que ça permet d'obtenir 6 positions différentes. D'accord? La question est de savoir comment positionner les colis pour charger le maximum de palettes. Parce que n'oublions pas que les palettes devront ensuite être empotées et la taxation à la boîte coûte cher, comme on l'a vu avec le conteneur, bien sûr. D'accord? Il suffit de dresser une matrice qu'on va voir tout à l'heure et ensuite on peut calculer le maximum de colis qu'on peut ranger sur chaque position. Il y a des logiciels informatiques et vous savez, avec Excel, ça va vite même. Avec Excel, on peut le faire d'une manière rapide, très rapide. Alors regardez. Là, c'est la matrice. Une matrice à 3 dimensions. Ici, nous avons les dimensions de la palette. Longueur palette, largeur palette, mais hauteur nominale. La hauteur nominale, c'est quoi? La hauteur nominale, c'est la hauteur que les marchandises peuvent supporter. Donc, pour trouver la hauteur nominale, il faut toujours prendre la contrainte, hauteur maximale, qu'on vous donnera toujours, et vous enlevez la hauteur de la palette vide pour obtenir ce qu'on appelle la hauteur nominale. Ici, à gauche, nous avons longueur du colis, largeur du colis et hauteur du colis. On les mettra ici. Longueur colis, largeur colis et hauteur colis. Là, on mettra longueur palette, largeur palette et hauteur nominale que vous avez trouvé. Maintenant, il suffira juste de faire des divisions. Vous voyez que les caches ont été numérotées de 1 à 9. Quand vous faites les divisions, vous obtiendrez 9 résultats. D'accord? Maintenant, vous aurez fini de faire la palette. Il va falloir maintenant ensuite interpréter la palette, bien sûr. Alors, ce que vous voyez ici, c'est juste un exemple. Hein. Là, vous voyez longueur palette, largeur palette, hauteur nominale. Là, vous voyez longueur colis, largeur colis, hauteur colis. Il suffit juste de faire des divisions. Là, vous voyez longueur palette sur longueur colis, 120 sur 31. Là, les dimensions étaient données en centimètres. Hein. On a trouvé 3. Largeur palette sur largeur colis, 25, 80 sur 25, on a trouvé 3. Hauteur palette sur hauteur colis, on trouve 6. Donc là, ça nous permet de faire tous les croisements possibles. Et au final, on obtiendra 9 résultats, donc 6 positions. Maintenant, il va falloir interpréter la palette. D'accord? En prenant pour le plan à plat, vous suivrez les cages 159 et 429. D'accord? À champ, 186 et 726. Et debout, 753 et 483. Et vous obtiendrez 6 résultats. Il faudra choisir le résultat le plus élevé qui vous permettra de charger le maximum de colis dans la palette sans dépasser la hauteur autorisée, mais aussi la charge utile, bien sûr. D'accord? Maintenant, si vous choisissez un plan et que ce plan-là dépasse la hauteur ou bien la charge utile de la palette, il faut l'éliminer et aller choisir le plan qui vient juste après, bien sûr. D'accord? Donc, nous aurons l'occasion de faire des cas pratiques pour bien cerner cette notion de plan de chargement. Donc, le plus important à retenir, à plat, la plus grande surface est au sol, à champ, la surface intermédiaire est au sol, et debout, la plus petite surface se trouve au sol, bien sûr. D'accord? Donc, je pense qu'on va se revoir très bientôt pour faire un cas pratique nous permettant de clarifier tout ce qui a été dit dans cette capsule vidéo intitulée La palette, une unité de transport intermodal. Passez une très bonne soirée et à très bientôt. Merci.